Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour une petite vidéo économie parce que comme vous le savez, c'est un petit peu le dossier brûlant actuellement pour l'OL. L'OL aura rendez-vous ce vendredi devant la DNCG pour son rendez-vous biannuel, faire un petit bilan d'état des comptes du club et savoir si oui ou non l'instance, le gendarme financier français va valider ou pas les projections, l'état des comptes de l'OL à venir pour la fin de la saison. J'avais promis que j'en ferais une vidéo pour vous dire mon point de vue sur la situation et vous dire ce que je pense de l'état du club sur le plan financier. Donc, chose promise, chose due, voici la vidéo analyse des comptes consolidés de l'OL pour l'exercice 23-24. Je n'ai pas la prétention de vous dire que je détiens la vérité, loin de là, c'est même pas du tout le cas. Cette vidéo, c'est mon point de vue, mon interprétation de la situation qui peut se débattre, qui peut être entendue, acceptée ou rejetée, je peux l'entendre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et surtout, deuxième point, c'est en toute humilité et modestie que je vous parle des finances du club. Je précise un point très important, je n'ai pas accès évidemment aux ressources internes de l'OL, je n'ai pas accès aux chiffres exacts, précis, aux bons de commande, aux factures passées aux différents prestataires évidemment, donc je me fie seulement et uniquement à ce que publie Eagle Group, désormais l'ex-OL Group devenu Eagle Group, à savoir les chiffres, les communiqués financiers, la communication financière du club, et c'est un point de départ pour un travail certes compliqué, parce que j'ai passé quand même quelques heures, hein, je vous le dis les amis, le temps de scruter les chiffres, de comparer avec l'an passé, les projections, de lire entre les lignes, les différentes lignes comptables qui apparaissent, qui disparaissent, bref, ça prend un temps fou, mais je l'avais promis que je le ferais, donc je le fais pour vous avec grand plaisir, les amis. Pensez au pouce, aux commentaires, pensez à partager, activer la cloche, et cinquième point, vous abonner, on est quasiment 4100 à l'heure où je vous parle, c'est énorme, c'est monstrueux, et merci beaucoup à vous pour ça, donc c'est gratuit, ça ne coûte rien, pensez-y les gones, ça me fait très plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'interactions, de messages, de pouces laissés sous les vidéos, ça m'encourage à en faire encore plus pour vous, et je me dis qu'au final le contenu vous plaît, donc c'est pour moi un petit signal positif que de voir qu'il y a beaucoup de likes et de commentaires sous les vidéos. Je compte sur vous, les amis. Merci beaucoup par avance. Alors, cette vidéo, j'ai voulu la faire grosso modo en 3 points. Parce que, alors, loin de moi, l'idée de faire une vidéo exhaustive qui reprendrait tous les chiffres en détail, à la virgule près, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Parce que je me dis que pour le plus grand public, il faut, et c'est un peu ma démarche, il faut vulgariser le contenu qui est lourd et franchement chiant à lire, je ne vous le cache pas les gones, même pour quelqu'un comme moi qui bosse dans l'économie au quotidien, c'est lourd, c'est rébarbatif, ça prend du temps, c'est complexe, et c'est très besogneux. Donc j'ai conscience de ça, et impérativement, j'ai voulu en faire un contenu simplifié, raccourci, qui vulgarise au plus grand nombre, avec un aspect pédagogique qui me paraissait important et essentiel. Donc, point numéro 1, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur le contexte et pourquoi on en est aujourd'hui ici avec l'OL. Ça me paraît important, j'en parle souvent dans ma vie de tous les jours, je dis que pour comprendre le présent, encore faut-il connaître le passé. Et je pense que dans le cas de l'OL, c'est on ne peut plus vrai, on ne peut pas débattre des finances du club si on ne connaît pas ce qui s'est passé pour en arriver là. Et en l'occurrence, le point de départ, c'est une histoire, un mariage entre Textor, Eagle et l'Olympique Lyonnais qui, dès le départ, partait sur des bases un petit peu compliquées. Rappelez-vous, on est en 2022, et à l'époque, le nom de Textor apparaît dans la presse avec Foster Gillette. Ils sont grosso modo 2 ou 3 candidats pour racheter les parts d'IDG, d'Holnest et de Pathé. Et l'heureux élu, c'est donc John Charles Textor, son nom complet, en décembre, le 19 décembre 2022, qui rafle la mise, qui signe l'accord de vente entre les actionnaires de l'OL et John Textor et donc Eagle, et l'accord se conclut, mais difficilement. Je rappelle qu'entre-temps, il y a eu de très nombreux reports de la vente. Rappelez-vous les gones, il me semble que la vente a mis quasiment 6-7 mois pour se conclure, parce qu'il manquait des documents, tout n'était pas ficelé, le financement était un petit peu bancal, et rappelez-vous aussi à l'époque les différentes exigences du pool bancaire, les 13 banques qui avaient la dette OL entre les mains, et qui, à l'époque, demandaient clairement à Textor des preuves factuelles qu'il avait la volonté de redresser les états de finances du club, en demandant notamment rien que 50 millions à Textor et Eagle pour diminuer dès le départ la dette du club, qui était de 330 millions d'euros, ce qu'il a fait, enfin il l'a fait, c'est vite dit, parce que la carotte, là encore, elle est monumentale pour l'OL, il a juste pris 50 millions de capitaux dans l'OL Group
pour les donner aux banques. Ce qui fait que dès le départ, en fait, John Textor a en fait mené son petit jeu habituel. J'ai un petit peu une devise pour le qualifier. Textor, c'est que avec lui, il n'y a pas de surprise. Il y a deux issues. N'ayant pas les moyens de ses ambitions, qu'est-ce qu'il fait? Soit il emprunte, ce qu'il a fait beaucoup durant les derniers mois, soit il prend à l'OL. Dans les deux cas, on est perdant. Mais bref, passons, je reviens au cœur de l'histoire, le point de départ du problème entre John Textor, l'OL et Eagle Foot, qui pose tant de tracas et de remue depuis des mois et des mois. Le cœur du problème, c'est que le plan A d'Eagle et Textor, dès le départ, a échoué. Le plan A était simple, il voulait créer un SPAC, S-P-A-C, un SPAC financier pour directement lever des fonds afin de financer ces différentes opérations et projets au sein d'Eagle. Ce SPAC, c'est quoi? Alors, un SPAC, c'est un véhicule financier qui n'a pas vocation à produire d'activité commerciale. Pour faire simple, je prends une métaphore, une image. Un SPAC, c'est une voiture, un véhicule dans lequel on va mettre Eagle comme passager, et dans lequel on met aussi comme passager Iconic Sport, qui était le partenaire de l'époque d'Eagle et Textor, et les deux passagers, donc Eagle et Iconic, en voiture, sont poussés vers les marchés financiers américains, le New York Stock Exchange, afin de lever des fonds. Et à l'époque, le SPAC, le plan A, le SPAC de Textor qu'avait imaginé donc Eagle, avait pour but de lever quelques 300 millions de dollars dans mon souvenir. Sauf que patatras, le plan A échoue rapidement, les différentes parties prenantes du projet refusent le SPAC tombe à l'eau, et dès le départ, le plan A de Textor tombe à l'eau et il fait une croix sur des millions de dollars qu'il aurait voulu lever pour financer ses grandes opérations au sein d'Eagle. Et là, vous voyez vraiment où je veux en venir, les amis, c'est que le plan A échouant pour Textor, il a fallu trouver un plan B afin de résoudre l'équation. Et le plan B, vous le connaissez comme moi, il est maintenant connu parce qu'on l'a vécu, on l'a éprouvé depuis des mois et des mois, c'est racheter l'OL péniblement et utiliser le patrimoine du club, les actifs du club pour financer différentes opérations. Et là encore, je reprends une image qui pour moi est très parlante, une vraie métaphore qui illustre bien ce que je pense de Textor. Et je fais référence à une discussion que j'ai eue avec Olympique Lorenzo que je salue. C'est pour moi une des références qui connaît le mieux le dossier OL, rachat OL Textor. Et avec Lorenzo, on s'est dit, mais en fait, Textor, c'est un petit peu la fable de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Alors la grenouille, évidemment, c'est John Textor. Le bœuf, c'est un petit peu l'idéal d'un club européen qui serait énorme et qui compterait. Et Textor rêve de ça, en fait. Il rêve d'un monde dans lequel Eagle serait une structure surpuissante. Mais le problème, c'est que dans la fable, comme dans la réalité, la grenouille n'a pas les moyens de ses ambitions. Et à force de grossir, que se passe-t-il? Elle explose. Alors est-ce que Eagle Group, l'ex désormais OL Group, va exploser un jour? Je n'en sais rien, je ne suis pas devin, on le verra bien d'ici quelques mois, quelques semaines ou années, on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que Textor, son péché originel, c'est qu'il a toujours voulu avoir un appétit extraordinairement grand, gargantuesque, alors que les moyens dont il dispose, eux, ne le sont pas. Et déjà à l'époque, la grenouille Textor qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, quand il rachète l'OL, l'opération, qu'est-ce qu'elle est compliquée? Rappelez-vous les amis, ça a été rude. 523 millions d'euros de valorisation, ce que valaient au total les 100% du capital de l'OL, ça a été compliqué de boucler le financement, très compliqué. Je rappelle que sur l'ensemble du montage financier, Ares Management, qui est le fonds d'investissement qui soutient Textor, a mis sur la table quelques 400 millions d'euros. Après, il y a des co-investisseurs qui sont venus là, comme Jean-Pierre Comte, par exemple, qui ont mis 25 millions, 75 millions de dollars, bref, qui ont contribué au rachat du club. Et lui, tenez-vous bien, dès le départ de sa poche, Textor, il ne met quasiment rien. Je reprends un article de l'équipe à l'époque qui dit noir sur blanc, c'est très clair, dans l'opération, dans le rachat de l'OL, John Textor n'a mis que 5 millions d'euros. 5 millions sur quasiment 500 millions d'euros, le calcul est simple, c'est à peine 1%. 1% de la valeur totale de l'OL, ça laisse quand même un petit peu songeur. Et tout ça, évidemment, j'exclus la dette du club d'environ 330 millions avant le rachat, je dis bien avant le rachat, donc au cumul, la valorisation totale du club était donc de 500 et quelques millions, plus 330 millions d'euros de dette. Et ça, il faut l'avoir en tête, les gones. Pour moi, ça c'est le point de départ, le problème qui fait qu'aujourd'hui, on est à ce point-là en difficulté. Parce qu'entre-temps, la dette s'est alourdie. Et là aussi, il faut le dire, trop souvent, c'est un petit peu la parenthèse pour rétablir quelques faits qui me paraissaient importants. Trop souvent, j'entends sur les différents médias ou je lis dans les différents réseaux que la dette serait la conséquence de l'action du bilan, l'héritage
de Jean-Michel Aulas. Alors c'est en partie vrai, parce qu'il a été président durant 37 ans, donc forcément le bilan c'est le sien, évidemment les gones, ça c'est sûr. Mais 330 millions d'euros de dettes sous JMA ne sont pas 330 millions d'euros de dettes de complaisance. La dette OL, elle s'explique sur plusieurs volets. Vous le savez comme moi, la dette stade, parce qu'on a maintenant notre stade et on est fiers de l'avoir, c'est un outil extraordinaire qui aurait dû, a priori, nous rendre plus indépendants et autonomes sur le plan financier, c'est pas le cas, et on expliquera pourquoi après, mais pas que ça. Il y a autour tout un écosystème qu'a construit le président Aulas, la LDLC Arena qui a été liquidée, OL Reign qui a été liquidé, OL Féminin qui a été liquidé, l'académie, et le centre d'entraînement. Quel club en France pouvait se targuer il y a maintenant un an d'avoir son stade, une académie, un centre d'entraînement et des actifs comme l'OL Reign, OL Féminin? Quel club pouvait se targuer d'avoir ça? Quasiment personne. C'est quasiment un cas d'école unique dans le monde, l'OL, sous JMA. Et ça, trop souvent, on l'oublie. Parce que oui, dette importante, c'est vrai, mais pour vous le dire, parce que c'est un peu mon cœur de métier, la dette pour une structure privée, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est le surendettement. C'est que lorsque la dette est trop forte, qu'on n'arrive plus à l'honorer, à honorer ses charges. Ça, c'est dérangeant. Mais dans le cas de l'OL, oui, elle est très importante, mais elle correspond à un patrimoine immobilier et non immobilier qui était juste, parce qu'il a été liquidé par Textor, qui était juste énorme. Il avait entre les mains, Textor, un outil juste fabuleux. Je répète, un stade, une académie, un centre d'entraînement et des actifs qu'il juge non stratégiques comme la LDLC Arena ou différents clubs de foot féminins. Tout ça, ça a été liquidé parce que le plan A, comme je vous l'ai dit, a échoué. Et le plan B, j'y viens, vous le connaissez, c'est utiliser l'OL, le patrimoine OL, l'héritage OL, afin de financer les différentes opérations d'Eagle Football Group. Parce que là encore, micro-parenthèse, j'y reviens, ça me paraissait important de faire un petit point d'éclaircissement sur le sujet. Trop souvent, je lis, j'entends que Textor aurait bien fait de liquider l'Arena, OL Reign, OL Féminin, toutes ces infrastructures, ces actifs qui ne seraient pas stratégiques. Ça, les amis, pour moi, c'est le discours qu'on vous a vendu, que Textor vous a vendu, afin de justifier son plan B, qui est utiliser le patrimoine OL pour financer les différentes opérations de chez Eagle. D'ailleurs, si on prend la communication financière du groupe Eagle Group, il y a maintenant quelques mois, elle est écrite noir sur blanc, elle est limpide, elle est claire. Il est dit que l'OL compte se recentrer sur le foot afin de financer différentes opérations menées par le groupe Eagle. Je vous lis texto ce qui a été écrit, les amis, je n'invente pas, c'est des mots qu'ont repris les différents communiqués d'Eagle Group, sauf qu'entre-temps, tout a été liquidé, et en face, est-ce qu'on a vu vraiment une embellie? Pas vraiment, parce que à l'heure où on se parle, et ça c'est un point qui est pour moi dramatique et inacceptable, malgré cette liquidation d'actifs qu'on a dû subir depuis des mois, malgré tout ça, à l'instant T, l'OL encourt, et je cite l'équipe de l'article de Hugo Guillemet, l'OL encourt des sanctions relativement lourdes qui vont de l'encadrement de la masse salariale jusqu'à la rétrogradation à titre conservatoire. Et que veut donc dire rétrogradation à titre conservatoire? C'est simple, ce vendredi, la DNCG, dans le pire des cas, peut estimer que l'OL est en cas de figure de quasi-banqueroute et que donc, à titre conservatoire, par précaution, on va reléguer l'OL en Ligue 2 jusqu'à ce que l'OL fasse patte blanche, montre sa bonne foi et fasse de vrais efforts afin que la sanction soit levée. Et ça, les amis, pour moi, c'est un principe qui est juste inacceptable parce que l'OL, c'est un club qui est historique. L'OL avait certes des dettes, c'est vrai, mais l'OL avait avant tout un patrimoine de fou furieux, je l'ai dit et je le répète. Et malgré ça, malgré tout cet héritage liquidé en quelques mois, on est aujourd'hui, nous, l'OL, associés à des sanctions qui sont d'une gravité extrêmement lourde. Et je rappelle que en l'espace d'1 an et demi, l'OL a été associé sur 2 rendez-vous des NCG, même 3, puisque c'était aussi le cas lors de l'hiver dernier. À 3 reprises, notre club a été associé à des sanctions lourdes comme une masse salariale encadrée ou encore des restrictions sur les frais de mutation. Et là, on a passé un cap en avant. On est maintenant sur une sanction qui pourrait être encore plus lourde selon Hugo Guillemet, qui j'imagine a des échos de la DNCG, à savoir une rétrogradation à titre conservatoire. Rien que ça,
Pour moi, c'est juste inacceptable. Et on devrait tous, sincèrement, qu'on soit partisan ou pas de Textor, moi je suis un sceptique depuis le départ, pour des raisons que j'expliquais tout à l'heure, assez évidentes, mais on devrait tous, sincèrement, que l'on soit pour ou contre ce qu'il fait du club, on devrait tous se dire qu'avec autant d'actifs liquidés, c'est juste honteux de voir le club être encore en galère, c'est pas normal. Dans un monde idéal, dans un monde où Textor n'a pas les moyens de ses ambitions malgré tout, il aurait dû acheter le club, certes péniblement c'est vrai, mais il aurait dû l'acheter et quitte à liquider le patrimoine des actifs de l'OL, on est prêt à l'entendre, pas de souci. Moi si on me dit que demain l'Arena est vendue, que OL Féminin est vendu, pour refaire du foot masculin le cœur de métier de l'OL, ça me va, moi je valide. Mais le problème, les gars, c'est que à l'heure où on se parle, tout a été ou presque liquidé, il reste le stade, l'académie et son entraînement, mais jusqu'à quand? Et tout a été vendu, pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? 1 an et demi après la vente, on est encore là à se dire, mais où va-t-on? C'est ça, moi, qui me dérange le plus. On a un sentiment d'instabilité, de déséquilibre permanent, et on n'arrive pas à être serein. On fait une saison qui est plutôt, pour l'instant, correcte. On est en Ligue 1, pas loin du top 4, placé pour les bonnes places Ligue des Champions. En Europa League, on est 10e avec des points qui ont été pris dans des bons matchs de foot en Coupe d'Europe. Et malgré ça, on en est à redouter un rendez-vous à l'automne avec la DNCG. C'est grave, c'est extrêmement grave. Et quand on fait le bilan de tout ça, eh bien on en est là aujourd'hui, une situation qui est compliquée, qui est précaire. Et pour moi, les amis, c'était important de faire un petit détour par l'histoire récente de l'OL pour expliquer aujourd'hui où on en est et vers quoi on se dirige. C'est le second thème de la vidéo, l'état actuel des comptes, quelles sont les difficultés, problématiques, et qu'est-ce que l'on a comme projection, comme horizon vers l'avenir. Alors comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous abreuver de chiffres qui seraient interminables, rébarbatifs, chiants et pénibles à entendre et à lire, ça n'a pour moi aucune utilité, je vais juste résumer rapidement où on en est aujourd'hui et quelles sont les difficultés du club sur le plan financier et économique. Si on prend l'exercice comptable qui a été publié il y a quelques jours, le 6 novembre dernier, on a quelques constats qui sont positifs, d'autres négatifs. Alors, ce qui est positif, c'est que au 30 juin 2024, l'OL a fait un chiffre d'affaires d'environ 264 millions d'euros, en progression de plus 65 millions d'euros par rapport à 2023, ce qui est bien, et qui montre qu'on a des ressources. On peut créer un chiffre d'affaires assez conséquent, même si, là encore, attention, il faut relativiser. Pour moi, il est un petit peu gonflé. Si je prends les chiffres en détail, par exemple, on voit que sur la partie droit TV marketing, on est à 95 millions d'euros. Ça me paraît beaucoup, énorme, d'autant plus que, je le rappelle, le contexte Ligue 1, droit TV avec DAZN n'est pas bon du tout, même très mauvais, et à mon avis, c'est les calculs des experts du sujet qui sont là-dessus mobilisés. Je pense que, alors en général, on a environ 36 millions d'euros droit TV en Ligue 1, quand on finit 5-6e, c'était le cas de l'an passé. Là, si on finit 4 ou 5, à mon avis, en termes de droit TV, on sera plus proche des 15-20 tout au plus, ça me paraît même beaucoup 20, que des 36. Ce qui veut donc dire que d'emblée, dans la colonne droit TV, l'an prochain, il faudra faire une croix sur quasiment 20 millions d'euros. Ça n'est pas rien, c'est quasiment une vente d'un joueur. Et tous ces paramètres-là, évidemment, la DNCG les a en tête, et j'imagine que vendredi, quand Textor et Prud'homme iront rencontrer les membres de la DNCG, ils vont devoir justifier d'un plan pour anticiper les pertes liées au droit TV, au contexte Ligue 1 qui est déprécié, pas bon du tout, précaire, et ça, il faut l'anticiper. Je poursuis les chiffres intéressants à avoir en tête. Un point qui, là encore, doit être dans l'esprit de tout le monde, c'est que l'OL a un modèle qui est ultra dépendant du trading joueur. L'an passé, en 2023, on avait fait, dans mon souvenir, alors c'est les chiffres, je les reprends pour être très précis, 90,5 millions d'euros de cessions de joueurs. Bon, rappelez-vous Barcola, Loukeba, des ventes très très onéreuses qui ont largement aidé à rééquilibrer un peu plus les comptes de l'OL. Et cette année, en 24, on était à 97,3 millions d'euros. Donc ça veut dire que grosso modo, si l'OL veut un modèle équilibré, chaque année, en tout cas dans cette configuration-là, il faut vendre à peu près pour 90-100 millions d'euros quasiment chaque année. C'est énorme. Et à mon avis, c'est difficilement tenable pour une raison sportive, parce que quand tu vends tes meilleurs éléments, à moins d'être des génies du scouting, ce qui est possible, mais tu t'affaiblis constamment. Et puis surtout, en termes de stabilité sportive, c'est quand même compliqué, quoi. Créer un groupe
qui, dans le temps, dure sur un cycle de 2-3 ans, alors que chaque année, tu dois vendre 1, 2, 3 éléments forts, c'est trop compliqué. Donc, à mon avis, ça, c'est un point de limite assez fort qui implique que l'OL doive faire de vrais efforts sur le plan budgétaire. Parce que pour moi, en termes de fonctionnement, on est un club qui est, je pense, surdimensionné. On vit au-dessus de nos moyens et les chiffres le montrent bien, c'est très très clair. Si je prends la masse salariale du personnel, donc qui comprend à la fois les joueurs et l'ensemble de ceux qui œuvrent dans le club, administratif, logistique, etc., on est à 161 millions d'euros, c'est énorme. Et forcément, là, il y a un outil en économie qui est super important, c'est le ratio entre masse salariale et chiffre d'affaires, qui est un bon révélateur de ce qu'un club, en termes de fonctionnement, fait de bien ou de mal. Et là, quand on pondère la masse salariale sur le chiffre d'affaires, on est sur un taux qui est très élevé. On est largement au-dessus des 50%, qui sont logiquement la barre à peu près symbolique, fatidique, qu'il ne faut pas dépasser. On dit que souvent, un club de football qui est bien géré a une masse salariale d'environ 30, 40, 50% maximum, mais grand maximum, de son chiffre d'affaires. Et là, on est largement au-dessus. Ce qui implique donc, et là, je rejoins entièrement l'équipe Textor sur ce sujet-là, il faut dégraisser le mammouth, quoi. Il faut dégraisser la machine, dégraisser la bête, parce qu'elle est trop grasse. Elle est trop grasse. On a trop de salaire, trop de personnel. Et c'est un point qui est, non pas que je sois le capitaliste ultime qui va défendre ceux qui vont opprimer les salariés, pas du tout. Moi, dans mon monde idéal, je rêve que tous ceux qui bossent pour l'OL gardent leur poste et dans le temps puissent s'y sentir épanouis. J'en serais très heureux. Mais ça, ce constat utopique se heurte à la réalité économique du club qui est que on a trop de frais de personnel, trop de dépenses de salaire. Et là, je cible en priorité les joueurs qui auraient dû partir, qui n'ont pas été exfiltrés, les gros contrats comme Lopez par exemple, et qui forcément ont un impact qui est immense sur la masse salariale. Et là encore, petite parenthèse avec ce qu'a annoncé le club récemment, le plan de départ volontaire des salariés du club, qui toucherait à peu près 80 employés de l'OL. Si on fait un calcul tout simple, et vous allez comprendre pourquoi c'est pour moi à la fois une solution, mais pas non plus la bonne solution, en tout cas l'ultime solution, un calcul tout simple, imaginons qu'un salarié moyen de l'OL perçoit annuellement un salaire chargé d'environ 50 000 euros, je dis bien chargé socialement et patronellement, 50 000 euros fois, donc on va dire 80 salariés, on est à peu près sur du 4 millions annuels. Ce qui veut donc dire que si on a 80 départs volontaires du club, l'OL fera une économie substantielle d'environ 4 millions annuels. C'est pas non plus énorme, parce qu'en fait, le cœur de la masse salariale, c'est pas le staff, c'est pas le personnel administratif, logistique, les cantiniers, c'est pas eux le problème. Le problème, c'est l'effectif. 28 joueurs pro, dont certains sont carrément carrés en tribune tous les week-ends, et qui ont des salaires à plus de 400 000 euros mensuels. C'est énorme, c'est injouable. Et je pense que pour le coup, il y a ici une piste que le club sur laquelle il va insister auprès de la DNCG, c'est que l'an prochain, en tout cas en juin 25, on a beaucoup de joueurs qui vont quitter le club en fin de contrat. Anthony Lopez, c'est son cas par exemple. Et dans mes calculs un petit peu savants, si je cumule Lacazette, Anthony Lopez et d'autres comme peut-être Cacré, Akoku, etc., je pense qu'en termes de masse salariale chargée brute, on sera à peu près sur du 35-40 millions d'économies. Ce qui veut dire que si on cumule le plan de départ volontaire plus des joueurs qui vont partir en hiver ou l'été prochain en fin de contrat, l'OL devrait retrouver une masse salariale bien plus en adéquation avec son mode de fonctionnement, à savoir une équipe taillée à l'instant T pour l'Europa League et pas encore pour la LDC. Au rayon des points positifs, parce qu'il y en a aussi, il faut les dire, c'est que l'OL retrouve un petit peu d'air au niveau de la trésorerie. On sait qu'il y a quelques mois de ça, c'est l'équipe qui faisait les gros titres de son journal en disant que la trésorerie OL était à sec, donc autrement dit proche de zéro, et on ne parvenait plus à payer les fournisseurs qui commencent à toquer la porte en disant « Coucou, c'est nous, on veut notre argent ». Là, dans le bilan, dans l'exercice comptable plutôt qui a été publié il y a quelques jours, on voit que l'OL a une trésorerie d'environ 129 millions d'euros, ce qui est bien, mais attention, parce qu'il faut quand même voir les petites lignes et se renseigner, c'est largement gonflé par les ventes d'actifs, notamment
OL Reign et l'Arena. Je rappelle que sur OL Reign, dans mon souvenir, c'est environ 52 millions d'euros que l'OL a perçu. Et sur l'Arena, quand on déduit le crédit bail et les 16 millions, parce que là encore, il faut le dire, pour payer les actions, une partie des actions de JMA, Textor, qu'a-t-il fait? Il a pris littéralement sur le fruit de la vente de l'Arena, il a pris 16 millions qu'il a redistribué au président Aulas. Autrement dit, ce que lui, en tant que propriétaire, aurait dû assumer, il le prend à l'OL pour aller rhabiller Paul ou Jacques. C'est une méthode typiquement textorienne, on est habitué maintenant. Mais en tout cas, ces sommes d'argent, ces revenus liés aux produits exceptionnels viennent engraisser, augmenter la trésorerie du club qui donc dépasse les 100 millions d'euros, ce qui est bien, mais c'est du maquillage, c'est largement gonflé par des recettes extraordinaires qu'on n'aura plus l'an prochain. Et au final, au bilan, si on fait un petit peu l'étape, la conclusion de tous ces chiffres qu'on a pu analyser, on a le résultat suivant. Donc je reprends dans les grandes lignes ce tableau qu'a publié Eagle Group, à savoir que l'OL a donc un chiffre d'affaires d'environ 264 millions d'euros, auquel il faut ajouter les ventes de joueurs pour environ 97 millions d'euros, ce qui aboutit à un total d'à peu près 361 millions d'euros. Ça, c'est l'ensemble des produits d'activité du club, à la fois hors trading et trading cumulé, assemblé. Donc c'est un montant record qui est en progression folle, mais comme je vous l'ai dit, gonflé par des ventes elles aussi très importantes, quasiment 100 millions de ventes de joueurs, et des produits extraordinaires comme une tranche CVC de 26 millions d'euros dans mon souvenir, mais également des ventes d'actifs comme OL Reign ou encore l'Arena. L'an prochain, on sera très loin de ce chiffre-là, sauf miracle absolu, mais on retrouvera un standard qui sera plus cohérent avec ce que fait l'OL habituellement. Mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Il y a deux indicateurs qu'il faut impérativement analyser et qui sont en économie très importants. Le numéro 1, c'est l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Ceux qui connaissent bien le président Aulas et le discours aulassien savent que par le passé, le président JMA utilisait fréquemment cet outil comptable qui est l'EBE afin de promouvoir l'action du club en termes de performance économique. Et là encore, on peut le regarder, c'est intéressant. L'OL a un EBE de 44 millions d'euros, ce qui est bien, c'est même très bien. L'EBE, c'est quoi? Pour faire très simple, c'est ni plus ni moins que la soustraction entre le chiffre d'affaires auquel on vient retrancher l'impôt, les taxes ou encore les différentes charges, les salaires, donc du personnel. Et quand on fait ce calcul simple, cette soustraction simple, on aboutit à 44,2 millions d'euros, ce qui montre bien que l'OL génère des ressources, génère des richesses, donc assez intéressantes. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut retrancher à ces 44 millions de BE, malheureusement, différents résultats, dont les résultats financiers qui, eux, sont pas bons du tout, puisque l'OL doit assumer un résultat financier de moins 35 millions d'euros qui correspond à la charge de dette qu'assume le club annuellement, en hausse de quasiment 13 millions d'euros en l'espace d'un an. C'est la conséquence notamment du refinancement de la dette OL Group. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on paye l'addition d'une charge financière qui est extrêmement élevée et qu'on a beaucoup de mal à assumer. Quasiment 35 millions de charges financières, de dette, c'est beaucoup. C'est énorme et c'est très contraignant, ce qui veut dire que l'OL doit impérativement chaque année trouver les ressources pour assumer ça. Il n'y a pas 10 000 solutions, vous les connaissez comme moi, c'est vendre des joueurs, c'est dégraisser le club en termes d'effectifs, de salaire. Voilà, il n'y a pas 10 000 solutions et on est pris dans cette spirale-là où on doit impérativement dégraisser, faire du trading et se qualifier en Ligue des Champions. Bon courage à Pierre Sage et au staff, c'est une mission qui est extrêmement compliquée et on le sent, la pression elle est là. Alors maintenant, troisième thème de la vidéo, quelles sont les projections, quel est mon point de vue sur la question? J'ai eu beaucoup de questions en privé sur Twitter dans lesquelles on me demandait, Mika, que penses-tu, comment vois-tu l'avenir du club? Demain, donc vendredi, on aura rendez-vous devant la DNCG, avec un éventail de sanctions qui a été énoncé par l'équipe. Je vous dis, les gars, de mon point de vue sur le sujet, encore une fois, je le dis modestement et sans prétention aucune, je n'ai pas la vérité absolue, loin de là d'ailleurs, mais mon pronostic, il est simple. Je pense surtout qu'il n'y aura pas demain de sanctions formulées par la DNCG. Pourquoi? Parce que l'OL a entre les mains quelques indicateurs positifs, une bonne trésorerie, un EBE positif, a priori, c'est encourageant. Le seul hic, c'est la masse salariale, le niveau de la dette. Ça, pour moi, c'est un point qui est extrêmement contraignant. Ce qui me fait croire que demain, il n'y aura pas de sanctions formulées. Je pense que la DNCG va exiger du club qu'il fournisse des preuves, des engagements sur ce qu'il a annoncé dans le communiqué financier, à savoir des ventes de joueurs en décembre via les clubs de la holding Eagle.
Donc là, on cible Botafogo parce que c'est là où il y a les plus de valeur, de valeur marchande. On pense à Igor Jesus, Luis Enrique ou encore Almada. Donc je pense que à ce niveau-là, l'OL devra, en tout cas Eagle, pardon, devra assumer des ventes dans quelques semaines. Je pense que typiquement, je ne serais pas étonné que Enrique parte en Angleterre, à United, à Chelsea, peu importe où vous voulez l'envoyer, pour une somme d'environ 30-35 millions d'euros, ce serait pas déconnant. Et je pense surtout que la DNCG ne pourra pas se satisfaire de promesses. On le sait, la DNCG, elle statue sur des faits. Pas des promesses, sur des faits, sur du factuel. Même si par le passé, il y a eu des promesses faites. Rappelez-vous de Toko Ekambi promis à la vente pour environ 20 millions. Bon, à l'époque, c'était loin de la réalité. Mais la DNCG, elle veut des faits concrets. Et pour moi, à l'instant T, dans le plan Textor et Eagle pour l'OL, c'est beaucoup de promesses et très peu de faits. Les ventes durant l'hiver, pour environ 100 millions, promesses. Qu'est-ce qui vous certifie que un club va venir et dire moi je veux Cacré, je veux Nuama, je veux Orban, on n'en sait rien en fait, c'est de l'hypothétique. Or, l'hypothétique se confronte à la réalité du club, la réalité économique du club, la dette, la masse salariale extrêmement élevée, et ça, je pense que la DNCG voudra des preuves factuelles de ce que va faire le club. Et on en est loin, très loin, ce qui me fait croire que, c'est mon pronostic pour demain, je pense que la DNCG prononcera, à mon avis, un sursis à statuer, dans l'attente de pièces complémentaires pour certifier que le club fait les efforts nécessaires et attendus. Donc, typiquement, j'imagine bien un délai, un report d'une seconde audience d'ici quelques semaines pour aviser de ce qu'aura fait ou pas le club. Et si d'ici là, d'ici décembre, on n'a pas fait un pas en avant sur des ventes de joueurs, des promesses de vente, des ventes d'actifs ci et là, ou encore des levées de fonds, ou d'investisseurs qui pourraient rejoindre Eagle Foot, on ne sait jamais, eh bien, je pense qu'il y aura des sanctions qui, à mon avis, ne seront pas une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire. Je n'y crois pas, en tout cas pas pour l'instant en tout cas, parce qu'il y a il y a quelques indicateurs positifs, la trésorerie qui est plutôt bonne, le BE qui est bon aussi. Donc j'imagine typiquement dans quelques semaines, s'il n'y a pas de changement majeur évidemment, une masse salariale encadrée, ça me paraîtrait normal, on ne pourrait pas dépenser plus en termes de salaire, ça me paraît logique. Et j'imagine aussi qu'on serait interdit de recrutement parce que il faut aller aussi avec une forme de cohérence. Si on dit non au salaire, forcément ça rejoint aussi non aux mutations de joueurs. Donc c'est ce que j'imagine. Je pense que demain, il n'y aura pas de sanctions officiellement formulées, mais qu'elles ne sauraient tarder s'il n'y a pas de promesses, en tout cas certifiées, de vrais actes de rentrée d'argent d'ici peu. J'espère que le contenu vous aura aidé à comprendre un peu mieux et que j'aurai réussi à vulgariser le plus possible le contenu. C'est pas facile, c'est vraiment une mission très compliquée. Si elle est réussie, tant mieux, vous me le direz en commentaire. Merci beaucoup les gones, à bientôt pour le prochain match de l'OL, on se retrouvera donc en débrief. Et entre-temps, il y aura quelques vidéos sur la chaîne que je prépare d'ici quelques jours. Ciao ciao les gones, à bientôt, et allez l'OL toujours, évidemment. Salut!